Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face du jour. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez un homme aux multiples facettes, normalien, agrégé de philosophie, docteur, essayiste, spécialiste en philosophie politique et surtout auteur de ce livre L'Occident déboussolé aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Jean-Loup Bonamy. Bonjour. Alors Jean-Loup Bonamy, l'Occident déboussolé, effectivement. Est-ce qu'il est vraiment déboussolé ou est-ce que vous avez été... allez, je ne dirais pas indulgent, mais bienveillant. Est-ce qu'il n'est pas plus que déboussolé en ce moment? Est-ce que ça ne va pas plus loin? Ah, ça va. Alors là, je vois un certain pessimisme, cher André. En tout cas, je pense que, vu votre question, nous serons d'accord pour dire qu'il est au moins, à minima, gravement déboussolé. Et en effet, les choses vont peut-être plus loin. On voit que, globalement, une crise globale de l'Occident en général et de la France en particulier, avec une montée de l'individualisme, un narcissisme également des individus, qu'on voit par exemple très bien dans la classe politique, et une atomisation de la société, et également une crise de la transmission, avec, ça a été aussi au cœur de mon livre, justement un Occident et une France qui oublient leur passé, qui renie leur histoire. Oui, presque, qui le renie presque. Exactement. Qui efface leur identité. Je vous cite par exemple un certain Emmanuel Macron, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui disait, je cite, « Il n'y a pas de culture française ». Voilà. Où on peut également penser à l'affiche surchargée des Jeux Olympiques, où ne figure ni la croix chrétienne des Invalides, ni le drapeau tricolore, etc., etc. Mais alors justement, on va en parler, on va parler tout au long de cet entretien, Jean-Loup Bonamy, mais plusieurs personnes déjà ont dénoncé effectivement cette espèce de, comment dire, de reniement de soi, ou de refus, ou de, on l'a dit, ou de masochisme pour certains, enfin peu importe. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave? Moi, j'étais très frappé, on va parler des ressorts, mais je lisais et c'est très intéressant, votre introduction. J'ai pas lu que ça, hein, rassurez-vous. Dans le train qui vous amène de Besançon à Belfort, voilà, il y a un type à capuche qui dort, le contrôleur, la contrôleuse, je sais pas comment on peut dire aujourd'hui, essaie de le souhaiter, il dit ouais, je repars, va te faire voir, salle française et tout. Et après, il prend le vous, il commence à la tutoyer, vous êtes raciste, etc. Et quand il lui dit vous êtes raciste, je suis ce que vous avez... Pardon, excusez-moi. Et elle est tétanisée, et elle le laisse, enfin, elle n'insiste pas. Et à ce moment-là, arrive quelqu'un qui est un peu un gaillard, qui a, je crois, le Coran, enfin, en médaillon. Un croissant autour du cou. Un croissant autour du cou, et qui dit, attends, il dit, Oti, tu vas pas t'en tirer comme ça, c'est pas parce que tu lui refuses, regarde qu'est-ce que c'est, moi aussi je suis musulman, et qu'est-ce que tu as à faire ça? Mais moi, la question que je vais vous poser d'emblée, est-ce que, à part elle et lui, est-ce que d'autres ont réagi ou chacun plongé dans son portable, son livre ou son journal? Très franchement. Il y avait assez peu de monde dans le train et les choses sont en fait allées assez vite. Vous savez, ces scènes, quand on les raconte, on a toujours l'impression qu'elles sont longues et en fait elles vont très vite. Et donc ce que j'ai voulu faire dans ce livre, qui est un livre de réflexion et d'analyse, mais c'est de commencer chaque chapitre, y compris l'introduction, par une anecdote vécue, d'être un peu le témoin du pays réel et après d'analyser cette anecdote et de voir justement, puisqu'une anecdote c'est un petit fait révélateur, de voir ce que ça nous dit, ce que ça nous révèle. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà de l'incivilité, de l'insécurité dans ce pays. Vous parliez par exemple du commissariat à la Courneuve, avec un homme qui n'a pas de billet de train, et immédiatement on en vient à la menace, même à la menace de mort, hein, et à carrément. Et oui, carrément. Oui, et il y aura du sang sur les... Exactement. Voilà, c'est ce qu'il lui dit donc très clairement menace de mort. Et on voit bien également, sans surprise, de quel type d'individu ça émane. C'est-à-dire, globalement, je crois que ça avait été la formule de Nicolas Sarkozy quand il parlait des racailles. Voilà. C'était, on voit très bien de quelle personne ça est. Ensuite, la deuxième chose, c'est de voir également que la contrôleuse, qui était restée imperturbable face à ces insultes et menaces, par contre, c'est immédiatement a fait marche arrière quand l'homme lui a dit « Oui, mais de toute façon, c'est parce que je suis arabe, vous êtes raciste,
et l'a accusé de racisme. D'ailleurs, la contrôleuse qui avait pu faire face à quelqu'un d'intimidant physiquement, qui l'insultait, qui la menaçait de mort, elle n'a pas pu faire face à l'accusation, pourtant totalement mensongère de racisme. Elle n'avait absolument rien dit de raciste. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a aujourd'hui une dictature du discours antiraciste, où on va accuser systématiquement de racisme, d'islamophobie, de discrimination, de manière totalement infondée, pour en effet désactiver un certain nombre de critiques, empêcher un certain nombre de débats, excuser un certain nombre d'actes, etc., etc. Et enfin, la troisième chose, c'est là aussi où cette anecdote me semblait intéressante, et peut-être que c'est ce que ne voit pas quelqu'un comme Éric Zemmour. Éric Zemmour, je crois qu'il était encore ce matin à la radio sur beaucoup de sujets d'immigration, d'insécurité. Bien sûr, il dénonce les choses avec courage et lucidité, mais il y a aussi des choses qu'il ne voit pas. Par exemple, dans ce train, il y a un homme qui s'est interposé, qui en fait était un contrôleur, enfin un agent du service de sécurité de la SNCF en civil, et l'homme lui aussi était maghrébin, il était très visiblement musulman puisqu'il avait un croissant en pendentif autour du cou, et lui s'est interposé, il a dit non, c'est hors de question, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, et donc la contrôleuse va vous mettre une amende, et moi je suis là pour intervenir en cas de problème, et de toute façon j'appelle la police, et dès qu'on sort ils vous réceptionnent. Et moi voyez, je suis arabe, je suis musulman, mes parents ont fait le pèlerinage, ma mère elle est voilée, vous ne pouvez pas me traiter de raciste, donc ça ne prend pas sur moi. Voilà. Donc c'était exemplaire que les gens ne sont pas tous à caser dans telle ou telle étiquette. C'est exemplaire à la fois des problèmes réels et graves que pose l'immigration, il faut pas se voiler la face là-dessus, notamment de son lien avec l'insécurité, mais c'est aussi exemplaire du fait qu'il faut pas essentialiser, pas mettre tout le monde dans le même sac. Bien sûr. Et là quand même, un homme qui lui dit que sa mère est voilée, qui a un croissant autour du cou, et que justement qui refuse de rentrer dans cette logique du chantage au racisme, et qui lui s'interpose. Donc j'ai voulu montrer cette complexité du réel. Il faut pas se voiler la face, et en même temps il faut pas penser que il y aurait un choc des civilisations où tous les musulmans seraient des délinquants, etc. Parce que c'est vraiment pas le cas. Mais est-ce que vous récusez, parce que vous allez plus loin dans votre livre, vous récusez quelque peu la notion de Huntington, le choc des civilisations. Vous n'y croyez pas ? Alors moi, globalement, oui, je récuse cette théorie du choc des civilisations d'Huntington, aussi à laquelle est très attaché Éric Zemmour, pour plusieurs raisons. Au moins pour 3 raisons, je vais aller très vite. Ouais. La première, c'est parce que pour qu'il y ait choc de civilisation, il faut civilisation. Il faut qu'il y ait une civilisation. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'Occident se décivilise, qu'il perd sa culture, qu'il perd son identité. Moi, il y a beaucoup de choses que je vois. Voyons, on parlait de la fiche. Par exemple, vous parlez de perd sa culture, perd son identité, se décivilise. Donnez-moi 1 ou 2 exemples concrets, vous voyez que ça se passe. Très récemment, il y a eu un sondage auprès des élèves de lycée français. Il y en a plus de la moitié qui ne connaissaient pas la date de la Révolution de 1700, qui ne savaient pas que la Révolution française était en 1789. Voilà un exemple. Près de la moitié. Oui. Également, quand on détruit des constructions mégalithiques, des dolmens en Bretagne, pour à la place construire un magasin de bricolage. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, ça avait été annoncé, ça avait été dénoncé par Philippe de Villiers, relayé par les médias. Ensuite, on a dit que c'était une fake news, et enfin, on a découvert que non, c'était pas une fake news, que juste Philippe de Villiers n'avait pas utilisé pour illustrer son propos la bonne photo, mais en fait, l'information était exacte. Donc, et vous savez ce qui s'est passé? Est-ce qu'il c'est en train d'être construit? Oui. Oui, ça, normalement, des échos, oui. D'accord. Oui, et donc ça, voilà un exemple de décivilisation. Et ça, ou aussi on en parlait tout à l'heure, quand Emmanuel Macron dit il n'y a pas de culture française, voilà un signe de crise de la civilisation occidentale. Et moi je suis pas pour prendre des boucs émissaires. Ce ne sont ni des musulmans ni des immigrés qui ont fait une affiche des Jeux Olympiques sans le drapeau français et sans la croix chrétienne sur les invalides. Ça, c'est notre propre crise interne dont nous sommes les seuls responsables. Et après, les autres problèmes qui viennent se greffer dessus sont des maladies opportunistes. Mais nous sommes les responsables de notre propre effondrement civilisationnel. Alors, on va parler de ça, Jean-Loup Bonamy. Pourquoi sommes-nous responsables et de quelle façon nous avons laissé faire et nous avons laissé ouvrir les digues? C'est très important. D'un barrage qui devait quand même... c'est pas un barrage contre le pacifisme ni contre le Pacifique, comme disait Marguerite Duras, mais c'est un barrage qui devait tenir, et pour le moment
c'est branlant. On en parle tout de suite. Avec Jean-Loup Bonamy, avec vous au 0826 300 300 pour réagir à l'émission ou pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Jean-Loup Bonamy, l'Occident déboussolé aux éditions de l'Observatoire. Oui, l'Occident aussi dans tous ses états. Et on se demande dans quel état il erre, si je peux me permettre. Jean-Loup Bonamy, justement, on parlait de cette espèce de... On peut l'appeler de diverses manières, mais des espèces d'abandon par l'Occident, ou en tout cas de laisser aller de ce qui faisait ses spécificités. Il n'en a pas qu'une, bien sûr. Et on a commencé par, voilà, vous avez parlé de ce qu'on a déjà, auquel on a vu et assisté. Et au fond, c'est quoi? C'est une volonté, c'est un plan, c'est une volonté d'en haut avec une passivité d'en bas. C'est quoi pour vous? Alors, moi, je crois que ce n'est pas un plan. C'est voilà, il y a un effondrement qui va puiser loin en profondeur. Vous voyez par exemple, le recul de toutes les formes de sacré. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental en Occident. C'est-à-dire, le sacré, ça peut être le sacré religieux, par exemple chrétien, et ça peut être aussi un sacré laïque, par exemple les communistes avec le tombeau de Lénine sur la place Rouge à Moscou. Le sacré avec en fait une volonté du collectif. Exactement. Quelque chose qui donne du sens à la vie, quelque chose qui transcende l'individu, quelque chose qui crée du lien. Et vous voyez bien qu'il y a une crise du sacré en Occident, une forme de nihilisme, de désenchantement du monde. Et cette crise du sacré, eh bien, elle ouvre la voie à toutes les formes d'identité de substitution, parce que l'individu, même s'il a des biens matériels, il a besoin d'une identité. Si on ne lui apporte pas une identité, par exemple, si on ne lui apporte pas l'amour de la culture française, etc., etc., il ira ou de l'histoire de France, ou de l'histoire de France, exactement. Il ira chercher une identité de substitution ailleurs. Et de même, il a besoin de sacré. Et si il vit dans un monde complètement désenchanté, désacralisé et déboussolé, puisque c'est le titre du livre, eh bien, il ira là aussi chercher des sacrés de substitution qui peuvent être le djihadisme, mais aussi les sectes, hein, par exemple, ou le wokisme, etc., etc., qui sont des formes de religion de substitution dans un monde déboussolé. Et en fait, il n'y avait donc pas de garde-fou, il n'y avait pas de barrage. En fait, tout ça, tout ça a ruisselé un peu partout, sans qu'on y prenne garde. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire quand même, il n'y a pas des gens qui ont averti ou alerté, je ne parle pas seulement des intellectuels, des politiques ou autres. En fait, ça s'est passé dans une espèce de consentement ou honteux ou tacite ou pas. C'est quoi? C'est la passivité qui a joué là. Ah bah moi je pense que ce qui caractérise notre temps en politique, c'est le manque de volontarisme, la passivité, l'inertie. Voilà. D'ailleurs, on l'a connu, ça avait même été utilisé comme slogan, c'est pas de vague. Voilà. Et je pense qu'il y a par exemple des intellectuels qui ont alerté sur ces sujets, sur ces dérives, et qui hélas n'ont pas été écoutés. Et je pense qu'à part quelques honorables exceptions, vous savez, par exemple, Jean-Pierre Chevènement ou quelques-uns comme ça, mais dans leur très large majorité, les politiques ont été d'une grande lâcheté. Voilà. Et justement, ils se sont laissés tétaniser. Ça, je pense que ça a été aussi un élément, voilà, la lâcheté des politiques. C'est Munich tous les jours.
Oui, c'est intéressant. C'est même unique ta mère, si je peux permettre ce slogan. Unique mais voilà. Et ce qui est, oui, c'est bien. Je vois que vous connaissez les codes. Normal. Un professeur de philosophie, c'est normal. Non, mais Jean-Loup Bonamy, quand même, ça, très bien. On a fait le constat, on l'a entendu. Vous le faites, mais vous le faites de manière originale et surtout de manière synthétique au bon sens du terme. Et alors, parlons de ça. Et il y a eu vous savez, il y a eu le syndrome colonial, voilà, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et puis les racisés, et puis le woke, et puis tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est comment vous expliquez que, par exemple, l'islamisme radical et le woke ont trouvé des terrains de rencontre, je ne dis pas d'alliance, alors que franchement, s'il y a quelque chose qui est différent, opposé aux antipodes, c'est le woke ou LGBT et l'islamisme. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ça s'est déjà vu et ça s'est mal fini. Vous savez que à la fin des années 70, en Iran, la gauche iranienne et notamment le parti communiste s'étaient alliés contre le régime du Shah, s'étaient alliés aux islamistes de l'ayatollah Khomeini. Ils ont ensemble balayé le pouvoir, le Shah. Et quand l'ayatollah Khomeini a été au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est d'éliminer, de massacrer ses anciens alliés communistes. Le Tudeh. Oui. Voilà. Il se passe aussi aujourd'hui la même chose entre justement l'islamisme, que moi je distingue bien de l'islam. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment, pour moi, il n'y a pas de confusion à avoir entre islam et islamisme. Tout à fait, on est d'accord. Et donc, il y a une alliance contre nature, dirigée contre la France par une haine, une détestation commune de la France, entre le wokisme et l'islamisme. Or, il me semble que les théories néo-féministes ou pro-LGBT du wokisme ne sont pas vraiment au goût des militants islamistes. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Si mais en fait, pour moi, à mon avis, les moins naïfs, les plus intelligents dans cette alliance contre nature, ce sont les islamistes qui savent très bien instrumentaliser le wokisme. Et je pense surtout, moi, ça a été la thèse de mon livre, ça a été de dire que dans cette haine de soi, dans cette haine que l'Occident a envers lui-même, il y a en fait un profond narcissisme et un profond paternalisme. On veut rester au centre du monde, on veut être l'acteur unique de l'histoire et s'attribuer tout le mal. Les mérites. Voilà. Or, attendez, comment peut-on être au centre du monde? Oui, j'ai lu cela. Oui. Et là, j'ai quelques réserves, parce que vous dites l'Occident veut rester au centre du monde. Et en fait, il y a une posture colonialiste qui consiste à dire, ah, mais écoutez, s'il est racisé, effectivement, il faut l'excuser, toute la culture de l'excuse qu'on connaît. Sauf que ce n'est pas être très valorisant de se dire du matin au soir, c'est ma faute, c'est moi, le salaud, le patriarcat, le violeur, le colonisateur, etc. C'est pas très valorisant tout ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans mon ouvrage, je reviens justement sur l'histoire de l'esclavage et des esclavages, des traites esclavagistes au pluriel. Et en fait, il faut le savoir, c'est qu'il y a 3 grandes traites esclavagistes. La première faite par les Européens, en fait par une toute petite minorité d'Européens, et qui était vraiment une traite odieuse et criminelle. Et je pense que là, l'Occident doit reconnaître ses fautes et ses crimes. Il l'a reconnu. Ouais. Il y a une deuxième traite qui a duré 8 siècles, qui était la traite arabo-musulmane, et qui a concerné vraiment, on pense que plus de 15 millions d'esclaves noirs ont été réduits en esclavage par le monde arabo-musulman. Et en fait, en 11 millions de castrés. Exactement, puisqu'on les castrait pour en faire des eunuques dans les harems, et notamment dans les années 1920. Donc en fait, assez récemment, il y avait encore des marchés aux esclaves noirs à Marrakech, au Maroc. Et enfin, la troisième chose, c'est la traite intra-africaine, c'est-à-dire des ethnies africaines noires qui en réduisaient d'autres en esclavage. Et par exemple, quand les Britanniques ont aboli l'esclavage, il y a une lettre de protestation du roi du Dahomey. Le Dahomey, c'est le Bénin actuel, et c'est ce qu'on appelle en fait les royaumes négriers, c'est-à-dire des royaumes
noirs africains qui étaient spécialisés dans le fait de réduire en esclavage d'autres tribus. Et en fait, ce que l'Occident ne peut pas supporter, c'est d'être comme les autres. C'est finalement, il a réduit en esclavage de manière tout à fait odieuse et criminelle dans le cadre de la transatlantique, mais en fait les autres aussi. La guerre, le colonialisme, l'esclavage, même le génocide sont les choses les mieux partagées au monde. Et en fait, l'Occident déboussolé ne supporte pas d'être comme les autres, ni meilleur, ni pire. Et donc, il préfère encore... Il préfère être le pire, le pire dans le pire et le meilleur dans le meilleur. Et pour dire, regardez, je suis différent des autres. Je ne suis pas comme les autres. Je suis l'acteur central. Alors, il y a un siècle, on voulait être l'acteur central, unique, priver les autres d'histoire autonome pour s'accaparer tout le bien et dire, nous sommes le phare de la civilisation. Hein, vous savez, la colonisation, c'est une idée de gauche. Hein, c'est Jules Ferry qui parlait de la mission civilisatrice. Et maintenant, on veut s'accuser de tout le mal, mais pour toujours ne pas être comme les autres. Mais même, je peux encore vous donner un exemple. Pour être les plus, pour être les plus fautifs, exactement, les plus coupables, les plus à honnir. On va se retrouver juste après cette petite pause. On va continuer. Vous donnerez votre exemple, Jean-Loup Bonamy. Et vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 et vous pouvez réagir en direct sur le Facebook de la page de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans Berkov dans tous ses états, nous sommes toujours avec Jean-Loup Bonamy qui vient nous voir pour son livre L'Occident déboussolé, c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors justement, cet Occident déboussolé, Jean-Loup Bonamy, dont on parle déjà depuis une demi-heure, et votre livre, je le recommande, c'est vraiment un livre très intéressant parce que vous faites l'inventaire, mais vous dites aussi, au fond, est-ce que c'est un Occident qui se veut encore, vous l'avez dit déjà, mais qui se veut encore le meilleur. Ça veut dire, si je suis une ordure, pour être très caricatural, je suis la meilleure des ordures, mais si je suis, parce qu'il faut pas oublier, tout a été inventé, enfin, les droits de l'homme, la Magna Carta, etc., c'est l'Occident, quand même, tout. Je veux pas rappeler Rome, Athènes et Jérusalem et compagnie, mais bon. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on est encore sur la ligne de crête qui oscille entre c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je me fouette, je me lapide, etc. Et parce qu'on sent plutôt ça aujourd'hui. Oui. Qui défend l'Occident? Très très peu. Bien sûr. Ouais. Mais je suis bien d'accord avec vous. Moi, ce que j'ai essayé de démontrer dans mon livre, c'est que ce néo-antiracisme dont on parle, en fait, est qu'il est vraiment raciste. Alors, non seulement il est raciste anti-blanc, ça on l'a souvent dit, mais il est raciste aussi et surtout contre les personnes issues de l'immigration. Et en fait, ce néo-antiracisme se moque complètement des impacts concrets sur la vie des personnes issues de l'immigration. En quoi il est raciste envers les personnes issues de l'immigration? Je vais vous donner plusieurs exemples. Ouais. Premier exemple, aux États-Unis, il y a eu le mouvement Black Lives Matter. Oui, le mouvement Black Lives Matter qui en effet... Les vies noires comptent. Exactement. À l'origine, dénonçait à juste titre un certain nombre d'abus réels de la police américaine contre des citoyens américains noirs. Mais simplement, ce qu'on ne nous a pas dit dans Black Lives Matter, c'est que 93% des noirs qui sont victimes d'homicides aux États-Unis sont tués par d'autres noirs. 93%, statistique officielle du FBI. Sur la toute petite minorité de 7% qui reste, il y en a encore une bonne partie qui sont tués en fait par des latinos dans le cadre du trafic de drogue. Donc en fait, des noirs qui sont tués par des blancs aux États-Unis, ça arrive, c'est tout à fait condamnable et regrettable, mais c'est extrêmement rare. Et donc Black Lives Matter avait un slogan qui était coupons les financements de la police, defund the police. Ouais. Et dans quelques municipalités progressistes, ce slogan a été mis en œuvre. On a réduit fortement les crédits de la police. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Flambée de l'insécurité, explosion du nombre d'homicides et surtout montée en flèche du nombre de noirs victimes d'homicides. C'est-à-dire un programme qui prétend
le résultat d'un programme qui prétendait défendre les vies noires, très concrètement, ça a amené à la mort de noirs et ça a aggravé le problème. Autre exemple, il y a des militants woke qui en fait bien souvent sont des blancs, ce néo-antiracisme est quand même surtout porté par des blancs qui, aux États-Unis, trouvaient que les programmes de mathématiques étaient racistes et qu'il fallait faire des programmes spéciaux pour les noirs. Mais ça... C'est raciste. Des mathématiques antiracistes. Exactement, des mathématiques antiracistes qui sont en fait des mathématiques allégées, édulcorées, où on renonce à toute exigence de précision et de rigueur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Le niveau des élèves noirs en mathématiques a chuté et les parents blancs qui en avaient les moyens ont retiré leurs enfants des écoles publiques pour les mettre dans des écoles privées où il y a quasiment que des blancs. Donc vous voyez que le néo-antiracisme amène en fait, se moque complètement des réalités concrètes et amène à des catastrophes pour les Noirs et les personnes issues de l'immigration. Et je vous donne encore un dernier exemple, c'est qu'on nous parle beaucoup justement de l'esclavage. Je rappelle de l'esclavage mis en place par les Européens. Je rappelle que cet esclavage a été aboli par exemple par la France en 1848. C'est déjà trop tard et ça aurait été mieux qu'il n'ait jamais lieu. Mais il a été aboli. Il a été aboli. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2024, il y a 46 millions d'esclaves dans le monde. 46 millions d'esclaves. Aujourd'hui, il y en a par exemple, alors une bonne partie sont en Asie, une autre partie en Afrique, un peu aussi en Amérique du Sud. Et par exemple, sur ces 46 millions, vous avez 300 000 esclaves au Mali. Aujourd'hui, au Mali, pays dans lequel l'armée française est intervenue, vous avez 300 000 esclaves. Il y a des journalistes du journal Le Monde, c'est pas moi qui le dis, c'est du journal Le Monde, qui, au Sénégal, ont rencontré des esclaves qui appartiennent à la famille du président sénégalais, Macky Sall. Mais ça n'intéresse pas du tout le néo-antiracisme. Ils préfèrent nous parler de l'esclavage sur le continent américain il y a 2 siècles, parce que ça a été mis par les Blancs. Alors évidemment, comme c'est les Blancs qui ont été esclavagistes, il faut en parler pour montrer, comme vous l'avez dit, qu'on est les meilleurs des salauds, qu'on est les plus grands des salauds. Mais par contre, les 46 millions d'esclaves qui aujourd'hui triment et meurent, ça n'intéresse pas le néo-antiracisme. En fait, ce que vous dites, et c'est vrai que c'est un peu planétaire, c'est l'indignation en géométrie variable. Tout à fait. Deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, si c'est un, entre guillemets, racisé qui commet un crime même abominable, contre un autre racisé, on lui trouve des excuses. Et contre un blanc aussi. Oui, contre un blanc aussi, on lui trouve des excuses. Encore un exemple, vous savez qu'il y a un célèbre créateur de chaussures de luxe. Vous savez, ces chaussures à semelles rouges. Christian Louboutin. Exactement. Oui, Monsieur Louboutin, il a pris comme égérie Madame Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. Adama Traoré, qui était un délinquant multirécidiviste. Bon. Qui est mort lors de son interpellation par la gendarmerie. Voilà, le capitalisme woke, avec un wokisme totalement soluble dans le capitalisme. Par contre, quand cet été, un jeune garçon de 10 ans, noir, musulman, d'origine comorienne, a été tué dans une fusillade entre dealers, alors là, dans le sud de la France, on n'a pas entendu Monsieur Louboutin. De même... on ne l'a pas entendu quand Sokaina, une jeune fille d'origine maghrébine qui travaillait tranquillement, qui révisait dans ses cours dans sa chambre à Marseille, a été tuée d'une balle perdue, là aussi dans un règlement de compte entre dealers. Ça, curieusement, en fait, tous ces gens-là, tous ces blancs là, donneurs de leçons, et bien pensants, la vie des Noirs et des Arabes ne les intéresse que quand ils sont tués par des blancs. Par contre, quand, ce qui arrive assez souvent, c'est racisés, ces personnes noires, ces personnes arabes sont bien souvent victimes de crimes commis par une minorité de délinquants noirs et arabes, là ça n'intéresse plus du tout, on s'en moque. Alors eux, ils peuvent mourir en silence. Voilà, c'est ça que j'essaye de souligner, c'est que dans ce discours antiraciste, néo-antiraciste, il y a un profond racisme, non seulement un racisme anti-blanc, à la pause, nos auditeurs ne l'ont pas entendu, mais on parlait du scandale de Bradford, où pendant plus de 10 ans, des jeunes filles blanches de la classe ouvrière, blanches, britanniques ont été réduites en esclavage sexuel, torturées et prostituées par des gangs de Pakistanais. La police savait, elle avait des échos, elle n'a rien fait parce qu'elle avait peur d'être taxée de racisme contre cette minorité de délinquants pakistanais, et donc on a laissé faire. Et au bout de 10 ans, ça a été révélé par la presse, ça a été un énorme scandale. Au début, on avait parlé de fake news, finalement tout était vrai, il y a eu des procès, il y a eu des condamnations, et donc là, on n'en a pas parlé. L'esclavage sexuel des jeunes filles ouvrières blanches, ça
n'intéresse pas les bien-pensants. Et de même, tous les Noirs, les Arabes, les Pakistanais, les Latinos, qui sont victimes des gangs, qui sont victimes de l'insécurité, ça n'intéresse pas non plus. Comme les 46 millions d'esclaves n'intéressent pas non plus. Tout ça parce que leurs maîtres ne sont pas blancs, donc ça n'intéresse pas. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, quand même, Jean-Loup Bonamy, c'est qu'on peut se dire, parce que ce que vous dites et ce qu'on dit et ce que dit c'est frappé quand même au coin du bon sens. C'est-à-dire, ça n'a rien ni de discriminant, ni de et encore moins de raciste ou quoi que ce soit. On a l'impression qu'au fond, c'est vraiment le marché de la concurrence victimaire. Oui. C'est-à-dire, voilà, toi, t'es encore plus victime que moi, donc il faut que je te mette en tête de gondole de la victime, ou toi, tu es effectivement, moi, ça me frappe beaucoup. Toi, tu es quelqu'un qu'il faut que je mette en étalant hors, justement, du bourreau. Et alors, les bourreaux sont devenus des victimes et les victimes deviennent les bourreaux, c'est ça? Tout à fait. Avec des choses assez surprenantes sur le simple plan factuel. Par exemple, j'entendais il y a quelque temps Rama Yad, ancienne ministre de droite de Nicolas Sarkozy. Alors maintenant, elle est complètement cooptée dans les cercles américains. Les Young Global Leaders, exactement, par exemple. Et donc, complètement contaminée par la mode atlantiste. Elle disait, oh oui, moi, vous comprenez, je suis noire, et donc quand je passe en France, près de l'Assemblée nationale, devant une statue de Colbert, qui selon elle aurait joué un rôle dans l'esclavage. J'ai des gros problèmes. Voilà. Ouais. Et elle dit, je le vis comme une micro-agression. Donc elle reprend toute cette langue. Oui, alors sauf que Ramayad n'est pas d'origine antillaise. Les gens qui ont été victimes de l'esclavage, ce sont justement les Noirs du continent américain. Les Noirs aux États-Unis, les Noirs du Brésil, les Antillais. Ce ne sont absolument pas les Africains. C'est pas les Sénégalais qui, justement, puisque eux, ils sont toujours en Afrique. Donc c'est bien qu'ils n'ont pas été déportés par les Blancs. Au contraire, comme le dit d'ailleurs un film qui a été fait par un réalisateur noir et qui s'appelle tout simplement Noir, il y a une scène où justement un Antillais se dispute avec un Africain et l'Antillais dit à l'Africain « Oui, mais vous nous avez vendus ». Voilà, ce sont des tribus esclavagistes africaines qui ont vendu les malheureux esclaves à justement à des horribles exploiteurs européens, mais il y a bien quelqu'un qui les a réduits en esclavage et vendus. Et donc Ramayad, elle n'est absolument pas descendante d'esclaves antillais vendus. Mais chacun se choisit des manteaux. Exactement, puisqu'il faut être victime à tout prix. Voilà, absolument. Et au fond, juste un mot, parce que je voudrais après on prendra des auditeurs, etc. Mais quand même, Jean-Loup Bonamy, voilà, ça c'est un constat, c'est bien de faire le constat, vous dites oui les solutions, mais c'est vrai que les solutions c'est beaucoup plus difficile. Mais il n'empêche que ce constat, vous l'avez fait brillamment, on le fait, beaucoup de gens le font, plus ou moins avec plus ou moins de bonheur, mais on se dit au fond... Qu'est-ce qui fait qu'une minorité agissante, c'est pas nouveau dans l'histoire, peut comme ça prendre le pouvoir des idées, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire, du politiquement, de l'éthiquement ou de l'idéologiquement correct, et quand même avoir des parts de marché non négligeables? C'est ça le problème. Oui, tout à fait. Tout en étant d'ailleurs très minoritaire dans la population française. D'ailleurs, dans le premier chapitre du livre, j'ai fait un parallèle. Je dis que pour moi, l'immigration est la continuité du colonialisme, et que vous savez, ces patrons qui sont très contents d'exploiter de pauvres travailleurs sans papier, d'avoir des esclaves qui vont livrer, d'avoir un petit esclave qui va livrer les sous-Uber, les sous, quoi. Exactement. En fait, ils sont comparables à ces horribles colons du début du XXe siècle qui voulaient faire suer le burnou et exploiter les travailleurs maghrébins et africains. Eh bien... en fait, la colonisation, elle était tout à fait minoritaire dans l'opinion publique française. La masse des Français était contre la colonisation. Eh bien, et pourtant, la colonisation a eu lieu. Ben, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a 75% des Français qui souhaitent mieux réguler l'immigration, que la plupart des Français, justement, sont hostiles à ces histoires de repentance, à sens unique dont on parle, et que pourtant, il y a une petite minorité qui, là aussi, réussit à imposer
c'est vu, et notamment, moi je pense que l'une des grandes raisons, c'est une perte de la culture historique. C'est-à-dire que si là, par exemple, on vous jette au visage la question de l'esclavagisme, vous pouvez pas répondre parce que tout simplement vous ne le savez pas, vous ne l'avez jamais appris. Oui, c'est vrai, l'esclavage transatlantique des Européens, c'est scandaleux, mais en fait, il y a eu 3 grandes traites, et dans ces 3 grandes traites, finalement, cet esclavage transatlantique criminel, c'est celui qui a déporté le moins d'esclaves. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais là, quand vous dites, effectivement, c'est le travail en tension, les zones en tension. Oui. Aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre. Oui. Mais alors, vous vous dites, c'est pas, il dit, oui, mais, attendez, personne veut travailler en France, et tas de boulots dont les Français ne veulent pas, il faut bien que ces boulots se fassent et vous êtes bien content, comme dit quelqu'un, et attention, dans la bonne conscience. Oui, mais alors, je crois que c'est même Dupond-Moretti. Qu'est-ce que vous ferez? Où vous aurez les femmes de ménage? Où vous aurez les gens qui vont nettoyer, les gens, etc. C'est-à-dire, on assimile tout ce qui est travail immigré à femmes de ménage, voirie, etc., et ouvriers du bâtiment. Bien sûr. Ce qui est d'ailleurs le cas, en principe. Oui, mais ce qui est aussi une vision très raciste. C'est le cas, non pas parce que ces gens sont noirs, mais parce que la France a fait ce choix-là de politique migratoire, de faire venir des immigrés globalement, en majorité, peu formés, peu qualifiés. Alors il y a aussi des médecins, mais globalement, la masse de l'immigration en France, c'est plutôt une immigration qui se distingue par son caractère peu qualifié. Et je vois bien l'imaginaire colonialiste et en fait raciste de ceux qui nous disent mais il nous faut des femmes de ménage noires. Voilà. Et en fait, ce que je leur réponds, c'est que ce qu'ils ignorent, c'est que énormément de Français sont prêts à faire ces métiers, sauf qu'ils n'habitent pas au bon endroit. Parce qu'en fait, il est devenu impossible de vivre. Le coût de l'immobilier, le coût du logement est devenu près de son travail, tellement cher qu'il est devenu impossible pour beaucoup de gens, pour beaucoup de Français des classes populaires ou moyennes, de vivre là où se concentre l'activité économique. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des immigrés qui vont accepter des conditions de logement très dégradées que les Français ne peuvent pas accepter pour des raisons culturelles et d'habitude, et qu'en fait, des travailleurs maghrébins, africains exploités, et je dénonce leur exploitation, justement, des travailleurs exploités vont accepter parce que quand même, ça leur permet, en se saignant, d'envoyer de l'argent à leur famille au pays. Et donc, en fait, c'est ça, c'est pas que les Français refusent, c'est que ils n'habitent pas au bon endroit, ils habitent dans la fameuse France périphérique, celle des Gilets jaunes, loin des bureaux de la Défense qui sont nettoyés par des femmes de ménage maliennes exploitées. On va parler de tout ça après une petite pause. La dernière de l'émission, on est ensemble jusqu'à 14h et puis vous aurez la parole 0826 300 300. Tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49, toujours dans Berkov dans tous ses états, avec Jean-Loup Bonamy et avec Sandrine qui nous appelle depuis le Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour André Berkov et bonjour Monsieur Jean-Loup Bonamy. Vous avez un très beau nom de famille. Merci. Juste voilà, je vous écoutais, c'était vraiment très intéressant parce que ce que vous dites, moi, ça fait longtemps que je le pense. Alors en gros, moi je suis un peu, je suis née dans une grande ville en banlieue. J'ai 52 ans et moi j'ai fait mes études et j'ai réussi. Peu importe. Mais je veux dire, je suis agricultrice, voilà. Donc je connais les deux mondes. Voilà, si vous voulez, je connais le monde rural, puisque ça fait bientôt presque 30 ans que j'exploite sur une exploitation. Et en plus, je connais aussi, parce que j'ai toute ma famille qui est sur Montpellier. Je voulais simplement dire que ce que vous dites, moi, je suis un peu en colère parce que, pas par rapport à ce que vous dites, mais la réalité, à un moment donné, il faut la mettre en face. Bon, surtout que moi, j'ai tout longtemps milité un peu côté gauche, très gauche, enfin, j'avais humaine. Voilà. Je dirais même, c'est même plus la gauche, la droite aujourd'hui, c'est souverain et libéral. Je vais dire humaine. Là-dessus, ce que je reproche, c'est qu'ils ont tout fait pour, en soi, tous les étrangers qui viennent en France, quelque part, ils ont dit qu'ils les aimaient, mais en fait, ils ne les aiment pas. Ce qu'ils aiment, c'est le pouvoir et l'argent. Voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont tapé sur nous en nous disant
que nous, on était les méchants, les racistes, mais moi, je me pose, et je suis peut-être très clivante, la classe politique qui vient à un moment donné d'une école, qui a fait une partie d'école de Sciences Po, qui la plupart se sont retrouvés journalistes et sont tous de mèche. Alors, on tape sur des journaux, comme tout à l'heure, vous avez dit, Monsieur Berkoff, sur ci, sur là, sur on est pro, toutes les radios, les sites sont pro aussi, mais ils font exactement pareil pour l'immigration, c'est-à-dire qu'ils sont gentils, il faut qu'ils viennent, mais ils ne feront rien pour qu'ils réussissent, mais strictement rien pour qu'ils réussissent. Et ceux qui réussissent, ils sont les oubliés. Ils sont les oubliés. Voilà. Pour moi, c'est mon point de vue personnel. Et après, je vais rendre un peu hommage à tous ces gens qui disent il faut pour les métiers en tension. Écoutez, qu'ils viennent les immigrés. Mais je suis d'accord. Moi, je suis très contente que les migrants viennent. Mais alors, dans ces cas-là, il y a des métiers sur en tension au niveau politique, au niveau même enseignant carrément, on va dire, de l'université, et qui leur apprennent un peu la vie à ces jeunes qui sont nés en France et qui sont biberonnés par un gavage qui personnellement nous pollue depuis des années. Voilà. D'accord. Ok. Merci Sandrine. Je crois que nous avons, avant que on donne la parole oui, alors, que répondez-vous? Non, on va pas. Que répondez-vous Oui, non, mais c'est-à-dire par rapport à ce que dit Sandrine. Oui, ce que dit Sandrine est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que les décideurs ne sont pas les payeurs. Ceux qui prennent les décisions, en fait, ne les assument pas au quotidien. Voilà, c'est pas quand vous prenez un certain nombre de décisions, en même temps, vous n'habitez pas à la Courneuve où se concentrent, comme on l'a vu, un certain nombre de problèmes. Donc, il y a des gens qui prennent des décisions, qui en imposent les conséquences aux autres, mais qui eux-mêmes n'en payent jamais le prix. Ils ne mettent pas leurs enfants dans les écoles où il pourrait y avoir ce genre de problème. Je crois que c'était une chanson de Renaud en 2006 où il parlait des bobos et il disait les bobos mettent leurs enfants dans des écoles privées, privées de racailles, je me comprends. Voilà, c'est exactement ça. Et vous ne parlez pas d'une certaine ministre de l'Éducation nationale. Bon, c'est bien, Jean-Loup. On a Abdelak qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonjour Abdelak. Bonjour Abdelak. Bonjour. Je voulais vous féliciter du fond du cœur parce que l'émission elle est super intéressante. J'étais en train de rouler, je vous ai écouté. Et c'est vrai que moi, le fils de maghrébin qui est né en 70, je me reconnais dans tout ce qui a été raconté. Alors je voulais juste dire que c'est vrai que ça a été compliqué pour nos parents, ça l'est encore compliqué aujourd'hui. Le souci qu'on a, c'est que même aujourd'hui, moi je suis de cette génération qui suis 70 après les regroupements familiaux. Ouais. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se dit en politique et tout, j'ai grâce à Solidarité Française, j'ai pu étudier. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai ma vie, j'ai payé ma maison, j'ai plus de crédit, j'ai rien. Tout se passe bien, je peux voyager, je parle couramment le français. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on n'est jamais français en fait. Je souffre aujourd'hui de ça, comme beaucoup d'autres, quand dans le langage politique, on laisse dire ce qui ne se disait pas il y a 20 ans. Vous savez, il y a une espèce de tabou sur la xénophobie et autres. Aujourd'hui, on met en exergue des personnes aussi ridicules quand on les connaît très bien, qu'on les étudie, comme Bardella, où on les met. Et je me sens vraiment sali aujourd'hui, alors que je suis totalement français, fier de l'être. Je dis, c'est une violence inouïe, et j'en veux même pas au peuple français, j'en veux aux politiciens qui laissent ce putain de discours dégueulasse. Aujourd'hui, j'entends des choses que je n'aurais jamais entendues à 53 ans. J'entends des choses que je n'aurais jamais entendues il y a 25 ans. J'aime la France pour autant, je sais qu'elle se soignera de tout ce qui est dégueulasse, de tout ce qui se peut se dire et tout, mais c'est une souffrance, et aujourd'hui, malheureusement, je voyage de plus en plus au Maroc, j'ai les moyens, le temps et tout de le faire, et je vous assure, il y a un sentiment d'appartenance. Je me sens en sécurité et plus à l'aise et moins frustré quand je suis au Maroc, alors que je suis français, que la France me manque totalement. Donc ça c'est pas anodin ce qui se dit politiquement. Alors, oui, Jean-Loup Bonamy. Je remercie Abdelak pour son appel et ses mots. Et je suis très content de son appel. Et d'ailleurs, il dit quelque chose sur le Maroc. En fait, c'est sûr, et vous pouvez parler avec des gens. On est dans une situation où vous serez plus en sécurité à tout point de vue en marchant dans les rues de Rabat ou
ou même de les Français Casablanca, sont plus bien les sûr, Français bien de sûr. souche, Mais enfin, tout le disons. monde, je veux dire, il vaut mieux être un homme français de souche blanc et vous baladez à 22h à Casablanca ou je suis pas le seul à le dire, Bernard Lugan qui connaît bien le Maroc le dit aussi, à Casablanca ou à Rabat, il vous arrivera rien. Si jamais par aventure il vous arrive quelque chose, vous criez, les gens interviendront. Essayez d'aller maintenant vous promener la nuit dans les rues du centre-ville à Bordeaux ou à Nantes. Bon, bah Ou voilà. à Paris. Et ou dans certains coins de Paris. Et ce que je veux dire aussi, je le dis dans le livre, c'est pour ça que j'étais critique de la théorie du choc des civilisations d'Éric Zemmour, à laquelle moi je n'adhère pas, c'est que je donne l'exemple dans le livre. Par exemple, si il faut voir ce qu'on voit. Par exemple, si vous prenez les attentats commis par Mohamed Merah, moi je vois deux choses. Un, je vois une personne qui, au nom d'une certaine vision de l'islam, et on ne peut pas faire comme si ça n'avait aucun lien avec une idéologie et quelqu'un qui s'appelle Mohamed, qui est issu de l'immigration, qui commet un attentat. Donc ça, il faut le regarder en face. Voilà, il faut pas dire que ça n'a pas de rapport avec l'immigration, que ça n'a pas de rapport avec l'idéologie islamiste. Bien sûr que si, ça a un rapport. Mais ce que je vois aussi, c'est que parmi les victimes de Mohamed Merah, parmi ces militaires qui servaient la France, il y en a plusieurs qui portaient aussi des noms et des prénoms arabes et qui étaient soldats dans l'armée française. Et donc il faut voir les deux versants pour pouvoir traiter le problème de la société française, en tout cas, dans sa globalité, de manière nuancée. Tout à fait, lucidité gardée. Merci Jean-Loup Bonamy. L'Occident déboussolé. Retrouvons effectivement l'étoile polaire. Il serait temps. Merci beaucoup Jean-Loup Bonamy. On rappelle que votre livre est disponible en librairie depuis mercredi dernier, L'Occident déboussolé, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain de midi à 14h comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.